Ce cours de module d'introduction à l'économie est dispensé aux étudiants semestre 1, filière économie et gestion, du groupe A et C. Donc son objectif principal est de permettre aux étudiants de connaître le champ d'intervention de la science économique et de se familiariser avec les concepts de base de l'économie. Elle porte sur l'origine de la définition de la science économique, les agents économiques, les opérations économiques, et elle porte également sur la mesure de l'activité économique et sur la détermination des principaux agrégats de la comptabilité nationale. Après réflexion, nous avons décidé d'organiser ce cours en 3 chapitres. Donc le premier chapitre sera consacré à la définition de l'activité économique, objet et méthode de la science économique. Le deuxième chapitre, intitulé « Les grands courants de la pensée économique », c'est-à-dire l'histoire de la pensée économique, qui permet de mettre en évidence 3 principaux courants. Donc on va citer par exemple le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Et le dernier chapitre porte sur une présentation et mesure de l'activité économique, c'est-à-dire définition des agents économiques comme j'ai dit auparavant, et présentation des opérations entre les agents par le circuit économique et la détermination des principaux agrégats de la comptabilité nationale. Concernant le premier chapitre, dans ce chapitre, on essayera de répondre aux questions suivantes. Donc la première question qui se pose, comment la science économique s'est-elle constituée? C'est-à-dire voir quelle est son origine et comment elle a évolué. Alors que la deuxième question, c'est qu'est-ce que l'économie? Là, on va traiter la définition, l'objet de la science économique, les niveaux d'analyse et les méthodes d'investigation utilisées en économie en général. Et enfin, l'économie est-il une science sociale ou une science exacte? Donc, maîtriser les définitions de l'économie, connaître les méthodes économiques et porter un éclairage sur les concepts de base de l'économie sont les objectifs de ce premier chapitre. On commence maintenant par les origines de la science économique, ou les origines d'homo économie. Les premières réflexions sur l'économie remontent à la grecque antique. On les retrouve chez Aristote, Platon, Socrate et Xénophon. En effet, étymologiquement, le terme économie vient de mot grec, oikonomos. Donc oiko, qui désigne la maison, et nomos, ordre, loi et règles. Donc on peut dire que l'économie est conçue comme l'ensemble des règles pour une bonne administration de la maison. D'ailleurs, Aristote la désigne comme une science de l'activité en famille. Donc à l'origine, l'économie veut dire les règles par lesquelles on gère les affaires domestiques. Donc cependant, jusqu'au Moyen Âge, c'est à travers la morale et la religion que l'on va aborder certaines questions économiques. À cette époque, l'Église domine l'activité socio-économique et condamne
la richesse matérielle. Donc on peut dire que l'économie n'existe donc pas vraiment en tant que discipline autonome, mais elle dépend de l'Église. Donc il fallait attendre le XVIe siècle avec la reconnaissance qu'on appelle les siècles de la lumière de 1450 à 1789, qu'on considère comme un vaste mouvement de transformation intellectuelle, on peut dire aussi morale, économique et politique, caractérisé par le développement de l'art, de la science et de la réforme de l'Église. Les découvertes et l'apparition de l'État-nation, que l'économie va apparaître comme une discipline autonome, séparée de la théologie, de la philosophie et de la morale. Donc, l'économie abandonne alors les préceptes moraux et religieux. Elle devient alors une discipline ayant sa finalité, son objet et sa méthode qui lui sont propres. Donc en effet, c'est en 1615, dans un ouvrage intitulé « Traité d'économie politique », que le français Antoine Démon-Chrétien emploie pour la première fois le terme d'économie politique. Le qualificatif politique, choisi par Antoine Démon-Chrétien, indique qu'il s'agit non plus de l'économie de la maison, mais celle de la nation, c'est-à-dire l'administration du patrimoine de la cité. Par la suite, le terme d'économie politique sera fréquemment utilisé et assorti de définitions différentes, et différentes écoles et courants de pensée vont du succès de chacun doit apporter sa pierre à l'édification de la science économique moderne, en répondant aux préoccupations des agents économiques. Alors maintenant, on va citer quelques définitions de l'économie. Donc on peut dire que l'économie est une science qui définit, comme je viens de dire, par son objet et sa méthode. Alors quel est l'objet de l'économie et quelle est sa méthode? C'est une question qui reste ouverte. Il n'y a aucun accord sur ce qui est l'objet de l'économie. La variété des définitions justifie bien sûr un peu ce désaccord entre les économistes concernant la définition de l'économie. Donc, on peut dire que pour l'école classique, l'économie est considérée comme une science de la richesse. Adam Smith, le père fondateur de l'école classique, considère l'objet de l'économie politique, c'est d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. C'est-à-dire l'économie est une science de l'acquisition des richesses pour l'individu ou pour la nation. Alors, quand Jean Baptiste Say, quant à lui, considère que l'économie politique enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Donc on peut dire, la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses. En effet, pour les classiques, la richesse est la richesse matérielle, c'est-à-dire or et argent. Suivant ces définitions, l'enrichissement est le but fondamental de l'individu et de la société. Toutefois, dans la définition de la richesse, les économistes classiques n'ont retenu que l'aspect matériel, en négligeant les services. Donc, or, cette conception perd sa pertinence dans les sociétés contemporaines, qui sont largement des sociétés de services. Elle ressort de ces définitions que l'économie est le but fondamental de l'individu et de la société. Donc, comme j'ai dit auparavant, pour les classiques, la richesse est la richesse matérielle, or et argent. En effet, avec l'activité des banques, des institutions financières, de tourisme, de commerce,
La richesse s'y tend à l'immatériel. Donc, vu que la notion de la richesse est devenue trop vague, une conception simple est retenue. Il richesse tout ce qui satisfait un besoin, tout ce qui a une utilité. La question qui se pose est comment mesurer cette utilité, ou encore comment saisir la valeur d'un bien. Maintenant, pour les écoles néoclassiques, l'économie est considérée comme une science de l'échange marchand et des prix. Ça, on le retrouve au niveau des définitions de Léon Walras, Karl Menger et Sturley Jevons. Donc pour Léon Walras, l'économie politique est essentiellement la théorie de la détermination des prix, sous un régime hypothétique de libre concurrence absolue, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les choses, matérielles ou immatérielles, qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'ils sont rares. Là, l'économie il est lié à la rareté. C'est à travers l'échange que la valeur d'un bien ou d'un service se manifeste. Donc, cet échange se perd à travers les marchés. Et ces marchés qui fixent le niveau général des prix. Donc, l'économie, on peut dire que l'économie devient alors une science des prix. Et économique, tout ce qui peut se traduire par un prix. Donc, en général, on peut dire que pour les néoclassiques, la richesse est tout ce qui est utile à l'homme, c'est-à-dire l'utilité. En général, donc on peut conclure que l'économie est la science des prix, puisque ce dernier n'est que le résultat de l'échange. Autrement dit, grâce à l'économie, les différents agents économiques cherchent leur intérêt à travers les échanges des biens et services. La pensée socialiste, quant à elle, notamment bien sûr à travers les définitions de Karl Marx, Friedrich Engels et Lénine. Pour l'allemand Karl Marx, l'économie est la science qui étudie les relations sociales de production sur la base du matérialisme historique. Donc ici, Marx étudiait le concept de valeur-travail, selon lequel la valeur tire son origine objective en fonction de la quantité de travail nécessaire pour obtenir un bien. C'est-à-dire, on peut dire que la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail direct et indirect nécessaire à la satisfaction. Concernant la définition de Karl Marx et Friedrich Engels, l'économie ne traite pas de choses, mais de rapports entre les personnes, c'est-à-dire les rapports sociaux, bien les rapports entre les classes. Donc l'objet de l'économie politique, on peut dire, écrivait Lénine, n'est nullement la production, mais bien les rapports sociaux existants entre les individus dans la production, et encore la structure sociale de la production. Donc, le plus important pour Karl Marx est que l'économie ne traite pas de choses, mais de rapports entre les personnes, c'est-à-dire entre les classes, dont le point commun est d'établir une société sans classe sociale, c'est-à-dire d'établir l'égalité sociale, ou au moins une réduction des inégalités. Mais comme vous savez, le marché ne peut pas jouer le régulateur, c'est la réalité. La lutte des classes et le bouleversement technique. On passe maintenant
à l'économie comme une science des choix efficaces. Théorie libérale au XXe siècle, notamment Lionel Robbins. Pour Lionel Robbins, l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Donc selon cette conception, deux idées majeures domaines, à savoir la rareté et l'efficacité des choix. Cette conception part du principe que l'homme possède des besoins illimités, alors que les moyens pour les satisfaire sont limités, d'où l'existence de contraintes de rareté. À cet effet, elle doit effectuer des choix rationnels. Donc l'économie, c'est comme une science de l'administration des ressources rares, en vue de satisfaire les besoins illimités. D'après ces définitions, on peut avancer que la science économique est l'ensemble des connaissances se rapportant aux activités de l'homme, ayant pour finalité la satisfaction de ses besoins. En somme, on peut constater de dire que les économistes sont loin d'être unanimes quant à la définition de leur discipline. Cependant, il convient d'insister sur deux aspects fondamentaux de la définition de l'économie, qu'on peut retrouver dans les différentes définitions, à savoir les besoins illimités et les biens et services rares. Donc le problème économique peut se poser ainsi comme suit. D'une part, on a les besoins qui sont illimités. D'autre part, on a les ressources qui sont rares et limitées. Donc là, l'homme est confronté à un problème de choix. Il ne peut pas satisfaire tous ses besoins tant que les ressources sont limitées. Donc il doit choisir la meilleure allocation des ressources disponibles par rapport à un objectif particulier, individuel ou social. Donc il est donc nécessaire de faire des choix et des allocations en termes d'affectation de l'utilisation des ressources. D'une autre manière, l'objet de toute économie, c'est de répondre aux questions suivantes. Que produire à partir des ressources limitées disponibles? Et comment le produire? Et pour qui le produire? La réponse, bien sûr, à ces diverses questions dépend des besoins des individus et de la collectivité aussi.